on voit émerger en Europe en général et en France en particulier à la fin du 19e et au début du 20e siècle ce qu'il est convenu d'appeler un racisme scientifique. L'expression doit être évidemment signifiée et employée entre guillemets pour prendre ses distances, bien sûr, avec le caractère scientifique du racisme, mais en même temps, il est très important de comprendre que c'est précisément parce que ce racisme a été pensé comme scientifique par ceux qui l'ont produit et par ceux qui ont pris connaissance des travaux anthropologiques, notamment des travaux anthropologiques de Broca, que ce racisme a pu connaître une extraordinaire diffusion horizontale. Je veux dire par là que ce racisme dont les fondements sont en partie anthropologiques, puisque Broca a joué un rôle absolument fondamental dans le développement de l'anthropologie physique en général et de la science des crânes en particulier, qui s'appelle la craniologie ou la phrénologie, comprendre que quand Broca développe ses thèses, d'une part, Broca est républicain, il est pensé par ses contemporains comme un très grand scientifique, et ses thèses sont pensées comme des thèses scientifiques. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Troisième République va rendre un hommage appuyé à Broca et qu'aujourd'hui encore, il y a une rue à Paris qui, comme c'est pas du tout un hasard, se trouve près du Jardin des Plantes, c'est-à-dire près de l'endroit où Broca a mené ses recherches. Il y a une rue qui s'appelle la rue Broca, qui est évidemment une façon pour la République de rendre hommage à celui qui est perçu comme un très grand savant et qui a permis, parce qu'il a été un très grand savant, à l'anthropologie et physique de faire d'extraordinaires progrès. Donc ce racisme scientifique, parce qu'il est scientifique justement, a eu une influence extrêmement importante sur le plan horizontal en affectant toute une série de sciences humaines. C'est vrai de la psychologie ethnique, c'est vrai de l'histoire, c'est vrai de la géographie, c'est vrai par ailleurs du droit, et va affecter de façon très profonde les élites politiques, administratives, juridiques, académiques et littéraires de la Troisième République. Et donc ce racisme scientifique, qui est à l'origine un racisme élitaire, va devenir d'autant plus populaire justement que ce racisme est pensé comme scientifique et élitaire. Autrement dit, quand au sommet de l'État, comme Jules Ferry l'avait déclaré, mais il n'est pas le seul, tant s'en faut, et j'y reviendrai, quand au sommet de l'État on considère effectivement qu'il y a des races supérieures et des races inférieures, il n'est pas surprenant que au sein de la société française, un nombre considérable de citoyens partagent ce type de considération. Je disais que Jules Ferry n'est pas le seul à partager ce type de représentation. En 1925, je parle là de Léon Blum, dirigeant historique de la section française de l'Internationale ouvrière, en effet, la SFIO, ancêtre du Parti socialiste, qui lui aussi, tout socialiste qu'il est, reprend à son compte une conception hiérarchisée du genre humain. Et donc, de même qu'on est en droit de considérer qu'il y a eu un racisme républicain, on est en droit aussi de considérer qu'il y a eu une forme de racisme socialiste, dans la mesure où ces représentations hiérarchisées du genre humain ont été non pas seulement partagées par des dirigeants socialistes historiques, mais en étant partagées par ces dirigeants socialistes historiques, ont contribué ces conceptions à être développées, légitimées et par là même aussi à être renforcée, ce qui permet aussi de comprendre pourquoi un certain nombre de partis progressistes, notamment la SFIO, ont pu être très profondément affectés par ce type de représentation. Oui, il y avait certainement un besoin un appel d'air pour voilà tout un tas de théories pour expliquer pour justifier l'impérialisme. En fait, on pourrait dire que l'impérialisme est difficilement vendable, notamment aux métropolitains, s'il n'y a pas derrière des explications comme le racisme. Oui, mais réciproquement, on peut aussi considérer qu'il n'y a pas à proprement parler d'impérialisme véritablement pensable et plus encore praticable si effectivement ceux qui s'apprêtent à s'engager dans cette aventure impériale n'ont pas préalablement au fait de s'engager dans cette aventure impériale des conceptions qui font que ceux qu'ils vont conquérir, ceux qu'ils vont assujettir, effectivement, ne sont pas pensés par eux comme des semblables, ne sont pas pensés par eux comme des égaux, ne sont pas pensés par eux comme des citoyens, mais sont pensés par eux comme des inférieurs, ce qui rend évidemment légitime et la conquête et l'assujettissement et des formes particulièrement meurtrières d'exploitation,
notamment dans les colonies. Oui, ça rend les choses plus acceptables et en tout cas, généralement, les politiciens, ils savent que pour défendre un statu quo, il suffit de semer le doute. Hein. Donc, vous avez des voix qui sont contre et puis vous trouvez quelqu'un qui a un costume, je sais pas, de scientifique ou quoi, et puis qui est pour le maintien du statu quo. Et puis voilà, généralement, les gens, enfin l'électorat, le peuple, voilà, dans le doute, ben, on ne fait rien, hein, comme on dit. Oui, enfin là en l'occurrence, c'est encore autre chose, parce que le racisme scientifique a effectivement fonctionné comme un très puissant principe de légitimation de la conquête impériale. Et encore une fois, il ne s'agit pas là d'un statu quo, il s'agit effectivement de légitimer une conquête impériale qui s'est étendue sur plusieurs dizaines d'années, qui a mobilisé à la fois des hommes politiques, des responsables politiques, mais aussi un nombre significatif de juristes et de scientifiques, qui a mobilisé bien sûr des militaires, qui a mobilisé des fonds et donc des crédits très importants, et qu'il fallait pour pouvoir s'engager dans cette entre guillemets aventure impériale et course à l'Afrique, il fallait effectivement disposer de toute une série de représentations et de discours qui rendaient non seulement cette course à l'Afrique légitime, mais qui rendaient cette course à l'Afrique absolument nécessaire pour faire de la France une grande puissance européenne, une grande puissance mondiale. D'accord. Je voulais aussi vous poser une question. Alors, on ne va pas aborder le sujet du fascisme dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet et puis on n'aura pas le temps. Mais quand vous entendez, enfin, je sais qu'il y a des nazis qui l'avaient dit à l'époque, qu'en fait, quand ils avaient des critiques de leurs voisins européens, hein, donc qui les critiquaient, qui critiquaient l'Allemagne notamment, hein, à cause de ses dérives fascistes, en fait, ce que répondaient certains dirigeants nazis, c'était qu'en fait, ils faisaient la même chose que leurs voisins européens, impérialistes, sauf qu'ils le faisaient mieux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce commentaire? Alors, je ne sais plus, il est de qui, hein, mais je l'avais bien lu quelque part. Est-ce que vous pensez que le fascisme était un peu une forme plus sophistiquée de l'impérialisme? D'abord, là, on parle moins du fascisme que du nazisme, ce qui est Oui. pas la même chose. En ce qui concerne l'expansion impériale du nazisme en Europe, Hitler s'est effectivement en partie inspiré des méthodes qui furent celles de l'Empire britannique, notamment en Inde. Et Hitler a, à l'endroit de la Grande-Bretagne, et plus spécifiquement à l'endroit de la conquête et de la colonisation par la Grande-Bretagne de l'Inde, a pour l'ensemble de ces événements une très grande inspiration. Et dans tous les admiration et inspiration d'ailleurs. Une très grande admiration, donc une très grande inspiration. Et il va dire à plusieurs reprises dans un certain nombre de discours, tendant à légitimer la guerre totale qu'il va mener effectivement en Europe, et tendant à légitimer la destruction des Juifs d'Europe et la construction d'un espace vital. Il va à plusieurs reprises faire référence effectivement aux expériences impériales européennes et plus spécifiquement encore à l'expérience impériale britannique. Et par ailleurs, l'Allemagne, qui avant 1914 a été une puissance coloniale tardive, assurément comparativement à la Grande-Bretagne, à la France notamment, notamment dans une colonie appelée à l'époque sud-ouest africain, l'actuelle Namibie, va en 1904 commettre le premier génocide du XXe siècle à l'endroit des tribus Herero et Nama. Ce génocide a été conduit par le général de l'époque, qui s'appelle le général Lothar von Trotha, qui reçoit de Berlin un ordre dans lequel est écrit le mot suivant, c'est un ordre d'extermination des tribus Herero et Nama, sauf que là, extermination qui encore à l'époque pouvait signifier massacre de masse, là, dans ce cas précis, on est au-delà du massacre de masse, on est au-delà du crime contre l'humanité, il s'agit effectivement du premier génocide du XXe siècle, qui a d'ailleurs pour partie été reconnu par l'Allemagne par la suite, et notamment à l'occasion du centenaire de ce génocide, puisqu'il était évidemment commémoré à Windhoek, qui est la capitale aujourd'hui de la Namibie.
Dans la prochaine partie, nous parlerons de reconnaissance et de réparation. En ce qui concerne la reconnaissance des crimes coloniaux, pour ce qui est de la France, cette reconnaissance est très partielle et partiale. Il y a eu reconnaissance de certains crimes commis dans les colonies, mais absolument pas une reconnaissance pleine et entière de la colonisation comme crime contre l'humanité.